Ravi de vous avoir parmi nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire. Du coup, c'est le troisième qu'on donne dans le cadre d'un cycle de webinaires pour nos doctorants à Madagascar. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de nos intervenants. Je vais vous laisser la parole du coup dans un instant pour nous parler du coup aujourd'hui d'interdisciplinarité, notamment des leviers et des obstacles. Donc Déborah, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Montpellier, anciennement à celle d'Orléans, département, je crois, STAPS. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc j'ai vu que vous aviez été rattaché à de laboratoires avec des thématiques de recherche très variées, hein, ergonomie, mathématiques appliquées, psychologie, etc. Et c'est le croisement de ces disciplines qui vous a amené, du coup, bah, je crois, à vous questionner sur l'interdisciplinarité et à creuser ces sujets. Et donc, bah, on a hâte de vous entendre nous en parler, puisque bah, c'est le thème transversal, on va dire, de nos 6 webinaires, et c'est le thème de l'école d'été qu'on organise à Madagascar au mois de février, à laquelle les doctorants qui sont dans l'assistance participeront pour certains. Donc voilà, merci encore d'être avec nous. Je vais vous laisser la parole à présent pour la présentation. Parfait. Je peux faire le partage? Oui, très Oui, bien. Le partage. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, c'est bon. d'accord. Peut-être pas en c'est peut-être pas en grand. Non, tout à fait, oui, c'est pas en plein écran. Je vais le mettre en plein écran. Alors, participer. C'est bon. Ouais, très bien. C'est parfait. C'est parfait. Euh, donc, euh, je vais vous faire cette présentation. J'ai pour habitude, oui, de discuter principalement des questions d'interdisciplinarité. Mais en fait, on ne peut traiter la question de l'interdisciplinarité sans évoquer la dimension complexe de notre environnement, de tous les systèmes complexes dans lesquels nous sommes plongés, que nous pouvons aussi subir. Et donc, cette fois-ci, je voulais essayer de lier complexité et interdisciplinarité. Et en fait, pour montrer que à partir du moment où on se retrouve confronté à la complexité et qu'on a pour objectif de pouvoir l'étudier, d'essayer d'agir face à cette complexité-là, eh bien, l'interdisciplinarité, elle nous est nécessaire. Et en fait, ces deux termes, quand on regarde la littérature scientifique, ces deux termes sont largement liés à tel point même que certains parlent de théories interdisciplinaires complexes. Vous voyez, donc on peut pas séparer ces deux termes. Et il me semblait que c'était intéressant de les lier là aussi, dans le sens des ODD. Et bah, ces objectifs de développement durable sont là effectivement pour traiter de la complexité de toutes les dimensions qui touchent notre avenir, notre présent, et en quoi toutes ces dimensions sont nécessairement liées les unes aux autres, et que cette approche interdisciplinaire, effectivement, va nous permettre de mieux appréhender, bien mieux appréhender à la fois la complexité et mieux répondre aux ODD. Donc voilà, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que de traiter de l'interdisciplinarité ne peut être traité que par la complexité et avec la complexité. Voilà. Et le but sera de présenter ces deux termes en vous montrant qu'en fait, il y a véritablement des entendus. C'est-à-dire que quand on parle de complexité, bah oui, oui, la complexité, c'est ça. On va le voir, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Et la définition que l'on donne, hein, elle est peut-être pas si juste que ça aussi. Et donc, je voulais un petit peu qu'on se repose sur les définitions de complexité, mais également d'interdisciplinarité. Parce que pour pouvoir travailler sur cette question-là, je vois bien qu'il y a tout un ensemble euh, d'entendus, mais qui sont souvent des erreurs et qui font on ne peut pas véritablement bien s'impliquer dans l'interdisciplinarité si on n'a pas véritablement bien compris en quoi consistait l'interdisciplinarité. Voilà un petit peu l'objectif de cette présentation. Alors, pour commencer,
La complexité, bon, ben, quid de la complexité? Alors, on voit bien que quand on parle de complexité, on nous dit, bah oui, c'est complexe. Ben, souvent, il y a comment dire, des amalgames entre complexe, compliqué et difficile. Et dans le langage commun, on peut passer même de l'un à l'autre sans avoir réellement compris pourquoi on serait plus sur du difficile ou plus sur du complexe. Non, ben, peut-être pour ne pas aller dans une répétition, on va passer de l'un à l'autre. Alors que ces termes sont véritablement différents, hein. D'un point de vue sémantique, que de parler de complexité, ce n'est pas du tout de la difficulté et ni de la complication. Et si on arrive à bien comprendre les différences qu'il peut y avoir justement entre ces trois termes, eh bien, on va être à même de bien mieux répondre à la complexité des phénomènes. Ça, c'est un point qui est essentiel. Alors, oui, le complexe. Le complexe, c'est quoi? Eh bien, le complexe, ça vient, je vais vous le noter ici, ça vient de complexus. Et complexus, ça veut dire ce qui est tissé ensemble. D'accord? Et alors, on peut aller plus loin, c'est-à-dire ce sont des éléments qui sont tissés les uns entre les autres, mais qui sont aussi interdépendants, de telle sorte que on bouge un élément, on modifie un élément ou on en extrait un. C'est tout le système qui est transformé. D'accord? Donc, il y a véritablement dans un système complexe une interdépendance entre les éléments. Tandis que compliqué, et on confond souvent complexe et compliqué. Dans compliqué, ça signifie, comme je vous le mets là, compliqué, plié en plusieurs plis. Et plusieurs plis, avec un S, plusieurs plis, quelque chose qui est plié en plusieurs plis, vous voyez bien que si on le déplie, comme un drap par exemple, eh bien on va pouvoir avoir une vision globale. Ou alors compliqué aussi, ce serait, j'ai pour habitude de dire, ben, c'est un ordinateur ou un moteur. D'accord? On peut prendre un élément, le changer, et le moteur va marcher. D'accord? Donc, il y a une panne, on l'amène chez le réparateur, et effectivement, bah, le réparateur va trouver la panne s'il est compétent, et va trouver donc la pièce défectueuse et la changer. Bah, vous voyez là, il y a une différence fondamentale entre complexe et compliqué. C'est-à-dire que dans le compliqué, je peux changer n'importe quel élément, d'accord? Et le système va fonctionner. Tandis que dans le complexe, si je change un seul élément au système, d'accord, c'est tout le système qui se désorganise, d'accord. Et donc, de ce fait, on va pouvoir remettre notre élément, mais ce sera un nouveau système qui se mettra en fonctionnement. Et ça, c'est une différence qui est fondamentale. Parce qu'on aurait tendance à penser les systèmes dits complexes comme compliqués et à se dire, bon, ben, on va enlever un élément et puis, le système va continuer comme il s'organisait au préalable. Et ça, c'est véritablement une erreur. Voilà. Donc, face à un système complexe, il faut quand même toujours garder à l'esprit que ce système-là agit en relation, d'accord, enfin, en relation et en interrelation avec tous les éléments constitutifs, et que la moindre modification dans le système va changer son organisation et son émergence aussi. Quand je parle d'émergence, c'est-à-dire que quand un système complexe, quand les différents éléments sont en interaction, d'accord, de ces interactions-là va émerger la réponse la plus adaptée à l'instant T. Et on appelle ça de l'auto-organisation. Et quel est le résultat de cette auto-organisation? C'est une émergence. Voilà. Et puis le dernier terme, c'est-à-dire le terme difficile. Hein, on peut utiliser difficile à la place de compliqué ou de complexe. Alors là, difficile, c'est encore autre chose, parce que difficile, et vous le voyez là, avec la distinction que je vous mets sur le PowerPoint, difficile, cela renvoie non pas à une dimension, vous le voyez sur le tableau, non pas à une dimension dite objective, comme pourrait être la complexité, mais à la dimension subjective. C'est-à-dire que, par exemple, moi, vous parlez de complexité, ça peut être facile pour moi, puisque je travaille sur ces questions-là. Mais ça peut être tout à fait difficile pour quelqu'un qui n'a jamais abordé la question. Donc, vous voyez que quand on parle de complexité ou de complication,
on est dans une dimension qui est très objective. Voilà, il y a un ensemble d'éléments qui sont organisés les uns par rapport aux autres, de façon interpénétrée ou pas, ce qui fera la différence entre complexe et compliqué. Et difficile, c'est le rapport que je peux avoir à au complexe ou au compliqué. Donc ça, c'est déjà un point qui me semble être très, très important et qui va véritablement nous permettre de ne pas se tromper et de pouvoir agir réellement avec un bon outillage conceptuel. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, et je l'ai rajouté, c'est le terme nexus, parce que je sais qu'aussi les écoles doctorales travaillent dans ce cadre-là, dans le cadre du nexus. Et bien, dans nexus, c'est assez intéressant, ça c'est Valérie qui dit que nexus correspond à ensemble complexe. Et ça vient du latin lien, enchaînement. Et là, on voit bien qu'il y a une dimension supplémentaire avec le nexus, c'est-à-dire que oui, il y a un ensemble d'éléments, mais que ces éléments-là, ils sont liés les uns aux autres. Et là, on voit bien cette dimension de reliance qu'il peut y avoir entre les différents éléments, d'interdépendance. Donc, on est toujours dans la même logique du complexe, mais avec le nexus, on rajoute cette dimension du lien et comment, quelque part, le lien est très important à prendre en compte parce que justement, il lie les éléments complexes. Parce que si je reviens dans complexus, on dit qu'un système est complexe parce qu'il est organisé autour d'un ensemble d'éléments conséquents qui sont tous en interaction. Et donc, avec le nexus, eh bien, on va avoir un regard porté plus précisément sur la question du lien. Ça, c'est un point qui me semble être très important. Donc, voilà un peu pour positionner les différences qu'il peut y avoir entre complexité, compliqué, difficile et avec Nexus. Et donc, encore un autre point, c'est là où c'est très important pour mieux comprendre la nécessité de l'interdisciplinarité, c'est qu'en fait, la complexité ne peut pas être simplifiée. Eh oui. Et on pourrait presque dire que c'est une hérésie. Comment rendre en un seul pli, simple veut dire un seul pli. Comment rendre en un seul pli tout un ensemble constitué d'éléments interagissants? Ce n'est pas possible. À tel point que même certains chercheurs comme Berthoz, en 2009, ont proposé un néologisme qui s'appelle simplexifier. Parce qu'on ne peut pas simplifier quelque chose de complexe, c'est pas possible. On ne peut pas rendre un ensemble d'éléments en un seul élément et en un seul pli. Alors, on va inventer un nouveau terme qui serait simplexifier. Parce qu'en fait, l'être humain est tout à fait capable d'agir dans le complexe. Parce qu'au niveau cérébral, on a un ensemble de propriétés qui sont des propriétés, je vous laisse lire Berthoz sur ces questions-là, mais on a la capacité de redondance, on a la capacité d'inhibition, on a la capacité de recherche du sens, tout un ensemble de capacités qui vont nous permettre d'agir dans le complexe. Voilà. Et d'agir dans le complexe pour pouvoir justement ne pas être complètement inhibé par la multitude des éléments qui sont face à nous, d'accord? Mais en même temps, on peut agir, mais on n'est pas en train de simplifier. Parce qu'on ne peut pas évacuer l'ensemble des éléments, on a quelques stratégies, on va dire, des stratégies d'inhibition à un moment, de détour, de redondance, de spécialisation, qui vont nous permettre d'agir dans cette complexité-là. Donc voilà ces différents éléments autour de la complexité. Et bien toujours garder à l'esprit que le complexe, ça ne se simplifie pas. Que oui, on peut avoir des stratégies, mais que si on veut véritablement agir dans le complexe, d'accord, il faut se ôter de l'esprit de vouloir découper en autant d'éléments nécessaires pour comprendre le problème. Et là, on va à l'encontre de la pensée cartésienne. Qui, la pensée cartésienne, nous dit, d'accord, face à un problème qui est trop difficile, on va le découper en autant d'éléments clairs et simples pour pouvoir l'aborder. Alors, vous voyez bien en quoi
Quand on rentre dans la pensée dite complexe à la morale et quand on rentre dans l'interdisciplinarité, eh bien, on est amené à se départir d'un esprit cartésien. Alors, ça ne veut pas dire non pas objectif, on reste très scientifique, bien entendu, mais on doit essayer d'aborder le problème dans toute sa complexité. Et donc, je vais vous dire, dans toute sa difficulté, bien entendu. Mais on a des éléments et des stratégies euh, simplexes, d'ailleurs, comme je vous le disais, développées par Robert Todd. Voilà, voilà une première présentation autour de la complexité. Maintenant, je voulais vous évoquer la question de l'interdisciplinarité. Alors, il s'avère que c'est pas pour rien que je vous mets l'interdisciplinarité par la suite. Euh, pour pouvoir comprendre la complexité des phénomènes. Bon. Au regard de l'hyperspécialisation scientifique, d'accord, les chercheurs sont devenus spécialistes dans leur domaine. Bon. Il s'avère qu'on est face à des problèmes, des situations qui sont complexes, donc une seule spécialité ne va pas pouvoir appréhender dans sa globalité le phénomène. Alors, euh, que de travailler ensemble, que de travailler avec un ensemble de chercheurs de disciplines différentes va nous permettre de mieux appréhender la complexité. Voilà. Donc, la question de l'interdisciplinarité, c'est une réponse à la surspécialisation scientifique. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose que d'être un spécialiste, bien entendu, parce qu'on va au plus loin au niveau des savoirs, sauf que on peut en perdre la vision globale du problème. Donc, on répond à cette perte en proposant de l'interdisciplinarité. Alors là, justement, concernant l'interdisciplinarité, elle est absolument mise en avant, hein, mais depuis de plusieurs années. De plusieurs années, même on parle en, depuis ces années, là je voulais pas noter, mais depuis les années 72, hein, dans le cas de l'OCDE, on était en train de vanter les bénéfices de l'interdisciplinarité. Alors cette interdisciplinarité, ben, on la retrouve à tous les niveaux, comme je vous le mets à droite, hein, c'est-à-dire dans les politiques de recherche. On ne parle que d'interdisciplinarité. On voit même des laboratoires dits interdisciplinaires. Les appels à projets, hein, qu'ils soient nationaux, européens, internationaux, ce sont pour beaucoup des projets dits interdisciplinaires. Pas que, il y a du monodisciplinaire, mais on voit véritablement apparaître l'interdisciplinaire. On voit des doctorats interdisciplinaires, on voit également des écoles doctorales interdisciplinaires. On voit de l'interdisciplinarité dans les partenariats qu'on nous demande aussi intersectoriels entre la recherche et les entreprises ou même les institutions. Depuis très longtemps, hein, on pense qu'aborder des problèmes politiques, sociétaux, la res publica, la chose publique, par des intellectuels, les think tanks, un think tank, c'est bien interdisciplinaire, interdisciplinaire. Tous les labels au niveau du développement durable, de la responsabilité sociétale des établissements ou des entreprises passe par de l'interdisciplinarité. Hein. Il est demandé d'avoir un regard interdisciplinaire et les ODD nous demandent, d'accord, d'aller au-delà des limites disciplinaires, hein, comme je vous le présente ici. Et d'ailleurs, dans cette citation hein, de 2022, qu'est-ce qui est indiqué? Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés dans la plupart des ODD, par exemple les causes complexes et les remèdes liés au climat, à la santé, à la dégradation de la nature, à la pauvreté, et non des moindres des interactions entre les ODD, nécessitent des perspectives holistiques, on entendra complexes, dans toutes les disciplines des sciences fondamentales et humaines. Donc, on nous demande, et là c'est dans le cadre, c'est l'UNESCO qui le propose, d'accord, dans le cadre des ODD, oui, il faut qu'on travaille en interdisciplinarité. Bon. On le voit aussi, comme je le dis, dans la santé publique, hein, avec Ala et Kivix qui disent que d'aucuns affirmeront que l'interdisciplinarité est déjà la marque de fabrique de la recherche en santé publique. Donc, on pourrait continuer des heures et des heures sur l'intérêt et la demande d'un travail interdisciplinaire à tous les niveaux de la recherche, mais également de la société, et bien entendu dans le cadre des ODD. Bon,
Mais là encore, ça y est, on va aller sur les malentendus. Euh, c'est quoi l'interdisciplinarité? Quand on pose la question, ça semble être évident, sauf que peut y avoir des confusions entre interdisciplinarité, transdisciplinarité, multidisciplinarité, pluridisciplinarité. J'ai pu voir, par exemple, dans des séminaires, euh, certains orateurs disent, bon, on va pas définir ce qu'est l'interdisciplinarité parce que tout le monde le sait. Hum, Est-ce que tout le monde le sait vraiment? Voilà. Et des grands spécialistes. Dans l'article fondateur de l'interdisciplinarité de l'OCDE en 72, on propose une définition au début, d'accord, de inter, pluri et transdisciplinarité. Et puis par la suite, on passe de l'un à l'autre sans que ce soit expliqué. D'accord. Donc on pose des définitions et puis petit à petit, une sorte d'amalgame peut se faire entre les différents termes. J'ai pu passer euh, quelques jours dans le cadre d'un séminaire consacré à l'interdisciplinarité. Et la première définition donnée de l'interdisciplinarité s'est faite au bout de 15 heures. Donc, on voit qu'il y a un véritable entendu, voilà, de l'interdisciplinarité. Et regardez, l'UNESCO, hein, je vous le citais préalablement, je reprends cette définition de l'UNESCO. Premièrement, il sera question de la nécessité de s'engager dans des activités multidisciplinaires, transdisciplinaires et interdisciplinaires, plus collaboratives pour les ODD au sein des établissements de l'enseignement supérieur. Bon, on fait la différence entre multi, trans, interdisciplinaire, mais pas tant dans le texte. En fait, on les propose de façon un peu amalgamée. Sauf que ça ne veut pas dire la même chose. Et il semblerait qu'à ce niveau-là, on ait manque de rigueur. Alors pourquoi? Pourquoi un manque de rigueur sur la définition de ces termes-là, alors que les chercheurs peuvent s'étriper sur une seule définition, d'accord, durant tout un colloque, et puis là, on passe de l'un à l'autre et du plus haut niveau, hein, autant au niveau scientifique, au niveau international, euh, comme si ça ne posait pas un problème. Alors, je me suis demandé, mais peut-être parce que l'on considère l'interdisciplinarité que comme une méthodologie, peut-être. Et auquel cas, ce serait qu'une méthodologie. Est-ce que pour autant, on doit être moins précis d'un point de vue sémantique? Ben non, non, non plus. Donc, là se pose pour moi véritablement un problème. Alors, un problème euh, parce que de mal nommé, comme dit l'apocryphe canusien, que de mal nommé, c'est ajouté au malheur du monde. Alors, quel monde? Bah, le monde scientifique en l'occurrence. Et ça n'aide pas non plus à bien accompagner cette interdisciplinarité et aussi à l'évaluer. Et ça, c'est un point qui est, me semble-t-il, très important. Alors, voilà pour un peu aller à l'encontre de tous ces malentendus, il me semble que, il est important de définir ce qu'est l'interdisciplinarité et de définir comment dire, définir et aussi, comment dire, en rapport avec les autres termes et comprendre que chacune de ces dénominations ont des sens bien différents, mais des méthodologies, des objectifs aussi qui sont différents. Et que de faire de la pluridisciplinarité, et là c'est vraiment un exemple marquant, hein, que de faire de la pluridisciplinarité, eh bien, va pas du tout nous mettre dans les mêmes dispositions d'interaction avec les différents membres de l'équipe, par exemple, qu'en interdisciplinarité. Et pourtant, on va utiliser l'un ou l'autre. Alors que véritablement la démarche, les enjeux et même, on va dire, les difficultés qui vont être rencontrées ne seront pas du tout les mêmes. Alors, et dans le cas de la transdisciplinarité, euh, on l'évoquera, les enjeux ne seront pas du tout les mêmes. Alors, je vous ai présenté là ces différents termes. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent euh, utilisés l'un pour l'autre. On a bien un peu l'intuition sémantique qu'il y a une différence, mais bon,
On va se dire, alors ça c'est assez intéressant parce que la différence que l'on va faire, c'est souvent avec le préfixe. Bon, alors, on fait l'interdisciplinarité quand on interagit. Ah oui, d'accord. Donc il y a des interactions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction quand on fait de la pluridisciplinarité? Bah, si, il y a aussi des formes d'interaction. Mais peut-être que les interactions ne sont pas les mêmes. Est-ce que quand on fait de la transdisciplinarité, on n'est pas dans l'interaction? Je veux dire que si aussi. Mais le résultat en sera différent parce que de cette interaction-là, il y aura une autre visée. Donc tout ça pour vous dire que en fait, d'avoir cette sorte d'intuition par le préfixe, beaucoup se donnent à ce jeu-là, entre guillemets, mais non, on s'écarte véritablement de la signification. Alors, pour aller à l'encontre de ces malentendus, ben voilà ce que je voulais un peu vous proposer au travers d'un quiz. Je vous présentais un peu les définitions que l'on peut retrouver dans la littérature. On a énormément, je vous en parlerai par la suite, mais on a travaillé pendant plus de 2 ans à essayer de recenser toutes les définitions qu'il pouvait y avoir dans la littérature scientifique internationale autour de l'interdisciplinarité. Ça a été un travail, mais colossal. Et on a choisi, alors pas dans des visées de normalisation, je vous en parlerai, c'est-à-dire c'est pas, euh, faut pas s'identifier à telle définition, c'est pas la bonne, mais en tout cas c'est celle qui est la plus, qui rassemble, enfin, qui est plutôt, qui correspond à un ensemble de définitions approchantes. D'accord. C'est le sens le plus commun que l'on peut obtenir autour de différentes définitions. Donc, je vous parlerai de ce travail par la suite. Bon, ben, voilà, je vous ai donné quelques définitions. Alors, maintenant, est-ce qu'on est capable de, de donner ben, la bonne signification, le bon terme, c'est-à-dire la juxtaposition additive et non intégrative de plusieurs disciplines. Ce plus n'est qu'au service de la discipline d'origine. Il n'y a pas d'enrichissement mutuel des disciplines, une pseudo-interdisciplinarité de surface. Bon, déjà, je vous ai mis sur la piste, c'est pas l'interdisciplinarité parce que c'est une pseudo. Et là, ça serait quoi d'autre? Alors, ça c'est pas la définition d'interdisciplinarité, mais en tout cas, on s'en approche. Alors, est-ce que ça serait du pluri? Est-ce que ça serait du cross? Est-ce que ça serait du poly? Une étape, autre définition, une étape qui implique une force brute. Ah, pour réinterpréter les concepts et les objectifs d'une discipline et imposer une polarisation rigide à travers la discipline. Alors là, cette définition elle est très intéressante parce que déjà, elle est en train de montrer les difficultés qu'il peut y avoir à faire de la science ensemble. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir à un moment une force brute d'une discipline par rapport aux autres. La discipline qui pose le problème, les médecins arrivent, voilà, on a telle problématique. Les statisticiens, est-ce que vous pourriez nous aider? Les physiciens, est-ce que vous pourriez nous aider? C'est-à-dire, il y a une demande, mais la demande de la discipline est forte et elle se pose en position un petit peu centrale. Ah, là, on voit bien que quand les disciplines ne sont peut-être pas traitées à valeurs égales et qu'il y a certaines disciplines qui deviennent des prestataires de services, ça pourrait poser problème. D'accord? Bon, voilà une première définition qui rendrait compte des polarisations et des difficultés qui pourrait y avoir dans le faire science ensemble. Troisième, une stratégie d'interpellation, de confrontation et de conflit. Ouais. Il y a du conflit dans le faire à science ensemble, qui se résout lorsque on peut voir des transferts de méthodes, de concepts et d'outils qui s'opèrent. Voilà une autre définition. Plusieurs disciplines travaillent autour d'un même objet proposé par une discipline. Il y a un interchamp communicationnel avec alternance de perspectives. Alors peut-être que là, vous commencez un petit peu à vous dire, ah, ça pourrait correspondre à à une déclinaison, parce que là, on voit bien qu'il y a un interchamp, c'est intéressant, et avec une alternance de perspectives. Les autres, une discipline développée par la polycompétence, je vous mets un petit peu sur la piste, ça pourrait quand même correspondre à polydisciplinarité. Puis un hors-champ. Alors là, c'est très intéressant, un hors-champ, par-delà, au travers, entre les disciplines, avec création de nouveaux cadres de savoir et un impératif d'unité de la connaissance. Cette définition aussi renvoie à une autre déclinaison qui serait avec la participation des non-académiques. Ouais, voilà. Ces différentes définitions, vous voyez bien que toutes, elles rendent compte d'un travail ensemble.
mais on voit bien que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'on ne va pas aller, on va pas avoir le même rapport entre disciplines, que dans certains, il peut y avoir des conflits, que même le conflit est attendu, que dans d'autres, il peut y avoir des rigidités et des forces brutes, mais qui pourraient générer par la suite des problématiques et qui font que c'est dans les problématiques, ce qu'on a pu voir en recherche, c'est qu'il y a des projets qui avortent du simple fait que les chercheurs n'arrivent pas à travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas bien compris l'enjeu de comment faire science ensemble. Alors, le projet avorte ou alors il y a une sorte de réorganisation. Par exemple, la connaissance d'un laboratoire qui se disait interdisciplinaire et force est de constater au bout de 4 ans que l'interdisciplinarité ne fonctionne pas et au plus, ils sont pluridisciplinaires, ce qui est déjà pas mal, mais en tout cas, on baisse de niveau en termes de, entre guillemets, de prétention. Bon, alors je ne vais pas faire attendre plus les, les réponses, mais voilà. Eh bien, on pourrait dire un peu contre, contre toute attente, par exemple, la pluridisciplinarité. Ouais, c'est pas l'interdisciplinarité. Un interchamp communicationnel, c'est pas faire de l'interdisciplinarité. C'est faire de la pluridisciplinarité. Parce que sur un même objet, et c'est souvent ce que l'on fait en fait, on a un objet commun et on va demander à un ensemble de disciplines d'étudier cet objet commun. Mais il n'y a pas réellement d'échange entre disciplines. Des premières réunions, on se rencontre, on est bien d'accord sur l'objet d'étude, on présente nos méthodologies, chacun retourne dans son laboratoire, d'accord, ou dans son institution. Et puis il y a un travail qui est fait avec quelques jalons tous les 3 mois où on présente quelques petits résultats. Et puis à la fin, on fait une séance commune avec présentation de tous les résultats. Ça s'appelle de la pluridisciplinarité. En aucun cas de l'interdisciplinarité. Parce que dans l'interdisciplinarité, il faut bien noter qu'il y a une interpellation de l'autre chercheur, de l'autre discipline, d'accord? Avec des confrontations. Ah, toi, tu vois le problème de cette façon-là. Moi, je le voyais de façon différente. Il peut même y avoir des conflits. Mais comment se fait-il? Moi, il me semble que cette méthode-là n'est pas la plus adaptée. Alors que si, elle peut être adaptée, mais c'est juste une représentation de comment l'autre fait science. Alors vous voyez bien que si on considère qu'il y a une discipline qui est hégémonique par rapport à une autre, si on se considère pas, si on se considère pas à égalité et chacune des disciplines cheminant dans la compréhension de l'objet commun, eh ben, le travail interdisciplinaire ne pourra pas se faire. Et là, tout de suite, on voit que justement, certaines postures du chercheur, entre autres d'humilité, de vouloir travailler avec les autres, d'être curieux des autres, être capable aussi d'accepter la contradiction, vont être des qualités, et nous avons travaillé sur ces questions-là, vont être véritablement des qualités pour pouvoir faire de l'interdisciplinarité. Et comme quoi, alors, l'interdisciplinarité serait un faire science ensemble, mais avec une intégration très très forte de l'humain. L'humain étant véritablement au centre de l'interdisciplinarité. Et si on devait faire une distinction, par exemple, entre inter et pluridisciplinarité, ce serait accepter la part humaine de chacun des chercheurs ou des parties prenantes de l'étude, hein, et son regard, sa vision du monde, ses intérêts, accepter qu'il puisse y avoir une méthodologie qui soit différente et tout aussi intéressante. Voilà. Et alors, quand on parle du transdisciplinaire, je la trouve assez intéressante cette définition parce que on voit bien qu'à l'heure actuelle, il y a des enjeux qui sont différents parce qu'il y a deux définitions qui sont différentes. La première définition que je vous présente là, le hors-champ, par-delà, au travers, entre disciplines, avec création de nouveaux cadres de savoir et un impératif d'unité de connaissance. C'est la définition première de la transdisciplinarité dans les années 72 avec Piaget, hein, les premiers, et puis après par la suite, il y a Edgar Morin, l'ensemble des chercheurs qui se sont intéressés à cette question de comment traverser les différentes disciplines, mais pourquoi faire? Pour avoir une compréhension plus unitaire
des situations, pas une seule, mais plus intégratives, c'est-à-dire avoir une connaissance de la complexité des phénomènes. Alors, on voit bien que dans transdisciplinaire, il y a véritablement cette velléité de vouloir comprendre la complexité d'une situation. D'accord? Je vais au travers pour aller au-delà et pour avoir une vision plus globale du phénomène. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, enfin, c'est pas un problème, c'est qu'on donne une autre définition depuis les années 2000, 2008 avec Frey, qui dit qu'à partir du moment où on fait de la recherche avec des non-académiques, eh bien, on fait du transdisciplinaire. Alors, vous voyez que là, on n'est pas du tout dans les mêmes registres. Mais bon, dont acte, c'est-à-dire, on peut très bien prendre la deuxième définition de transdisciplinaire à partir du moment où on la pose. Je vais faire la transdisciplinarité parce que je vais travailler avec les citoyens, avec les non-académiques. Et de là, il y a aucun problème, mais à condition de bien le préciser. Parce que si on ne le précise pas, le transdisciplinaire, il y a un attendu de création. C'est-à-dire, il y a un attendu de nouveaux cadres de savoir, de nouvelles méthodologies. On peut parler de transdisciplinarité à partir du moment où, de la rencontre de toutes les disciplines, c'est-à-dire interdisciplinaire, où on s'est confronté, et bien là, il va y avoir la création de quelque chose de nouveau. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans la deuxième définition. Voilà. Bon, ces petites précisions pour vous montrer que, en fait, chacune des définitions, on le voit bien, présente des méthodologies, des façons d'approcher le travail ensemble véritablement différentes. Voilà. Et qu'il est nécessaire de bien savoir d'où je parle, d'accord? Ce que je veux faire ou ce que je peux faire pour véritablement favoriser le travail entre les chercheurs. Voilà. Juste petit élément, vous retrouverez toutes les définitions que je vous propose là dans un article 2023, mais aussi répertorié dans un grand tableau où on a présenté les 49 formes de faire science ensemble. Ou pas, d'accord? Parce que dans la monodisciplinaire, eh bien, vous voyez bien, c'est l'étude d'un objet par une seule discipline. Mais en fait, on a présenté toutes les déclinaisons. Et il s'avère que, vous voyez, la littérature scientifique, est-ce que je dis, ça nous a pris 2 ans. La littérature scientifique est assez prolixe hein, de modalités de faire science ensemble et de définition. Et quand on s'imprègne bien de ces définitions-là, on voit bien comment on pourrait travailler ensemble et comment quelque part ne pas se tromper et avoir la bonne vision et pour pouvoir proposer les bons outils de telle sorte que notre projet puisse arriver au terme. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps ou on touche à sa fin, Esther? Je pense qu'on touche à la fin. Vraiment pas beaucoup parce que j'aimerais que nos collègues puissent poser Voilà. quelques questions si c'est Alors, possible. je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, Déborah. Merci, c'était très riche et vraiment hyper intéressant, voire même passionnant. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. J'invite nos collègues à déposer leurs questions. Il y a une petite box, une petite boîte en bas de leur écran, ça s'appelle Q et R, ça veut dire questions et réponses. Donc, je les invite à les déposer dedans. Il n'y en avait pas encore pour l'instant. Ça va peut-être prendre quelques Je vais secondes. arrêter le partage, comme ça peut-être que je vais voir des... Comme ça, oui, ils vous verront mieux, Déborah, Ouais. quand vous répondrez. Mais peut-être je vais vous en poser une, moi, parce que ça Oui. m'intrigue en attendant que nos collègues de Madagascar en posent. J'aimerais savoir, en fait, d'où ça vous vient, cette passion, qu'est-ce qui a fait sur votre parcours que vous êtes autant intéressé à l'interdisciplinarité? Ah, merci pour cette question. C'est une très très bonne question. Parce que, figurez-vous, j'ai été amenée à faire de l'interdisciplinarité sans le savoir dès le début de mes recherches et même dès le début de mon entrée à l'université. C'est-à-dire que je suis rentrée à l'université, j'étais sportive et puis en fait, bon, je me suis dit, ben, je vais faire du sport et je me suis retrouvée en STAPS. Et figurez-vous qu'en STAPS,
Un STAPS, c'est une discipline, enfin, c'est une université, enfin, une Est-ce que, faculté pardon, juste où, Déborah, vous pouvez expliquer ce que c'est STAPS pour nos collègues? voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ça correspond aux sciences et techniques en activité physique et sportive. Et qui veut parler ou étudier le sport, eh bien, est amené à parler, mais figurez-vous, pas que de biomécanique, hein, parce qu'ils ne sont pas qu'un corps en mouvement, mais est amené à parler de psychologie, est amené à parler d'anthropologie, d'histoire, de biologie, de sociologie, etc. En fait, quand on traite du corps en mouvement, eh bien, on le traite au travers des différentes disciplines. Bon, ben, je suis rentrée dans ces études-là, et puis je voyais bien qu'il y avait un ensemble de disciplines, on allait dans des cours très, très variés, et il m'a fallu à un moment faire le lien pour pouvoir réussir. Parce que sinon, si on le prend de façon complètement découpée, on ne comprend pas cette suite d'enseignements, tous très intéressants, mais pourquoi à chaque fois ça change? Pourquoi il y a des théories qui sont différentes? Bon. Voilà, mais sans véritablement me rendre compte. Et puis, j'ai fait une thèse en psychologie, mais du sport, et psychologie expérimentale. Alors déjà, j'étais plus vraiment en STAPS et je traitais la question d'apprentissage. Et figurez-vous que j'ai été passionnée par les mathématiques du chaos. Et j'ai vu une conférence sur les mathématiques du chaos et je dis, je veux faire une thèse qui intègre les mathématiques du chaos. Alors, les fractales, la dimension non linéaire. Et donc, voyez-vous, il a bien fallu quand même aller voir ce qui se passait du côté des mathématiques et du côté de la physique. Et voilà que je commence à m'intéresser à une autre discipline et que je fais une thèse, forcément, qui intègre la physique, en parlant de la physique, et les dimensions plutôt psychologiques de comment on passe d'un débutant à un expert, selon des modèles mathématiques, d'équations différentielles de second degré, selon des fractales, selon la complexité. Et vous voyez, là, j'ai été confrontée au problème en ayant une problématique qui est l'apprentissage, comment différentes disciplines peuvent m'aider à répondre à mes questions. Et bien entendu, par la suite, j'ai travaillé de plus en plus avec des physiciens et je me suis bien rendu compte qu'on était dans des mondes qui étaient complètement différents et qu'on ne voyait même peut-être pas le monde de la même façon. Et c'est là où je me suis dit, mais tu le fais de façon intuitive, mais il y a sûrement de la littérature sur ces questions-là. Et c'est là où je suis rentrée dans l'épistémologie et dans la compréhension de c'est quoi l'interdisciplinarité, quels sont les enjeux, et c'est là où c'est devenu ma spécialité. Mais parce que j'ai été véritablement confrontée en tant qu'étudiante et après en tant que chercheuse. Voilà. D'accord. Et du coup, pour quelqu'un ou quelqu'une qui n'aurait pas cette entrée dans la matière interdisciplinaire très tôt, on peut dire que vous êtes un peu tombé dedans quand vous étiez petite. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire? On a déjà quelques questions qui arrivent. Concrètement, et dans un pays en voie de développement avec des enjeux ODD très très forts, qu'est-ce que ce serait un premier pas? Comment concrètement aller vers de l'interdisciplinarité? L'interdisciplinarité, là, je vous disais, il y a une dimension humaine. L'interdisciplinarité, qu'est-ce qui est lié à l'interdisciplinarité? C'est la curiosité. C'est être curieux de toutes les modalités qui peuvent expliquer le phénomène qui nous intéresse. Et ce n'est pas voir la problématique, l'objet, qu'au travers de sa spécialité, c'est essayer d'aller voir à côté ce qui se passe. Parce que si je ne regarde mon objet que de par ma spécialité, d'emblée, je ne peux pas avoir une vision complexe du phénomène. Alors que, et ça je ne vous l'ai pas dit, la complexité, c'est la règle, la simplicité, c'est une exception. Il n'y a rien de simple. Ça n'existe pas. D'accord? Tout est complexe. Donc, si je veux véritablement, et c'est là où c'est intéressant la définition de complexité, si je veux véritablement embrasser la complexité du phénomène que je suis en train d'étudier, alors il faut que j'aille voir ce qui se passe dans les autres disciplines. Alors, on pourrait avoir des velléités, hein. Je vous le présente, alors je vous le présentais tout à l'heure, moi je l'ai en visuel, mais vous ne l'avez plus, l'omnidisciplinarité. On pourrait même se dire, eh bien, je vais aller étudier, je vais aller voir tout ce que toutes les disciplines disent autour de mon objet. Ça serait possible, hein. Certains s'y sont intéressés. Bon, c'est titanesque, hein. C'est au-delà d'une thèse. Donc, passez votre thèse et après, dans votre carrière scientifique, allez vous embarquer dans l'omnidisciplinarité. Mais on pourrait presque dire, c'est presque utopique, mais on approchera véritablement l'objet, la pleine compréhension de l'objet, que quand on aura atteint, essayé d'atteindre cette omnidisciplinarité. Parce que chaque discipline a un regard intéressant sur notre objet.
Et donc de ne pas rester surspécialisé. Et ça implique d'être curieux, premièrement, mais surtout d'accepter l'altérité, d'accepter la différence, d'accepter les autres méthodes, et de ne pas se considérer en dessous d'une autre discipline, considérer que toutes les disciplines sont à égalité. Et ça, on se trouve souvent confronté, ça c'est Cartwright qui précise ça, qui présente les disciplines selon une pyramide. Et en haut, il y aurait les sciences physiques et les mathématiques, d'accord? Puis en bas, les sciences plutôt humaines et sociales. Non, non, non. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, si on est d'accord sur ça, alors ben, on va dire que les sciences humaines et sociales, c'est la base, et qu'on peut pas, on peut pas ériger une pyramide sans la base, vous voyez? Mais Cartwright propose après plutôt les sciences pommelées, c'est-à-dire que face à une problématique, chemin faisant, selon un chemin, pommelé, c'est-à-dire ben, on va aller interpeller telle ou telle disciplines qui vont nous aider à apprendre tel tournant, à mieux comprendre et à avancer vers l'objectif. Là, on est véritablement interdisciplinaire. Merci beaucoup, Déborah. On a une autre question qui est celle-ci. Comment est-ce qu'on gère les conflits de perspective dans cette interdisciplinarité, surtout dans un projet multi-acteurs, puisque sûrement... Ah oui, ah oui. Vous touchez, si vous posez la question, c'est que sûrement vous l'avez rencontré. Alors, ça, écoutez, ça serait la partie d'une autre présentation, parce que là, j'ai voulu vous présenter la base et en règle générale, je présente toute l'autre partie et comment faire. Et comment faire. Alors, vous avez beaucoup d'auteurs qui ont traité de cette question. Il y a Choix et Pâques, vous avez Klein, vous avez Repko. Alors, c'est plutôt de l'autre côté de l'océan Atlantique, du côté des Américains. Euh, Quand il y a un conflit, voilà. Alors, il propose des méthodologies, quand même. Des méthodologies autour de créer, effectivement, essayer de mettre en place un certain lien entre les disciplines. Premièrement, donc de façon informelle ou formelle aussi, mais j'ai rencontré d'autres chercheurs qui disaient ben, il n'y a rien de tel que de faire des séminaires où on est en immersion, où on passe 2 jours ensemble, 3 jours ensemble, où on met en place des ateliers où, typiquement, autre méthode, essayons de tomber d'accord sur l'objet, comment chacun voit l'objet. Et donc, tomber d'accord aussi sur les termes. Quand je parle de ceci, voilà ce que ça veut dire pour moi. En fait, beaucoup de projets aussi avortent parce qu'en fait, on n'a pas la même définition, on n'a pas le même regard porté sur l'objet. Parce qu'il y a des enjeux, des attentes qui sont différentes. Et donc, c'est donner l'opportunité de ce partage-là. Et quand on donne un espace pour pouvoir partager les différentes visions de l'objet, là, on favorise justement la possibilité de faire interdisciplinarité. Et donc, vous voyez bien, il faut un espace, mais il faut un temps. Et dans l'interdisciplinarité, au contraire de la pluridisciplinarité, la variable très importante, c'est le temps. Faire de la science en interdisciplinarité, c'est nécessairement prendre plus de temps. Alors nous, sur Montpellier, par exemple, ils ont proposé des thèses dites Nexus doctoral, où ils veulent faire des thèses en interdisciplinarité et ils donnent 4 ans. Une année pour essayer de se comprendre tous, et après, eh bien, on essaie chacun de travailler au regard quand même de la connaissance d'un objet, de l'objet qui est véritablement devenu commun. Alors là, si vous avez bien compris ma définition, et c'est là où je suis un petit peu critique, c'est que peut-être, si on est tombé d'accord sur l'objet, on a fait un bon pluridisciplinaire. Parce que si chacun après retourne dans son côté, on voit bien que là, on est plutôt en pluri. On n'est pas en confrontation de méthodes. Et en fait, quand on fait de l'interdisciplinaire, c'est-à-dire que je me transforme au contact de l'autre. C'est-à-dire que moi, étant expérimentaliste, voilà, eh bien, là, je vois bien que de l'intérêt de faire des enquêtes sociologiques, je vois bien la méthode et j'ai pas un a priori négatif sur ma méthode hard et la méthode dite un peu plus soft, c'est-à-dire sur le terrain. C'est une caricature, hein, mais c'est comme ça que certains chercheurs le voient. C'est-à-dire, j'accepte toutes les méthodes et ça, ben, ça passe par le temps, hein, l'espace de trois de la rencontre.
Et donc du lien. Et en ce sens-là, le terme nexus est véritablement intéressant hein, parce que dans le nexus, effectivement, c'est la possibilité du lien. Et il faut mettre en place un environnement, et j'ai pour habitude de parler d'un environnement capacitant à cette interdisciplinarité. Et mettre un environnement capacitant à l'interdisciplinarité, ben, c'est lui donner le temps, l'espace, etc. Est-ce Merci. que je vous ai répondu? Oui, oui, je pense que sa réponse est assez complète, puis ça répond en lame de fond à d'autres questions qui sont posées, donc c'est super. Je vais essayer d'en prendre encore deux. On dépasse un tout petit peu le temps. Je m'en excuse auprès de nos collègues, mais je pense que ça ira. On peut dépasser un petit peu. Euh, alors là, une personne qui nous demande comment maintenir la rigueur scientifique quand on mobilise plusieurs disciplines. Excusez-moi pour cette question. Comment vous dire? Ça se pose pas, cette question. C'est pas, je ne veux pas dénigrer la question, elle est très, très intéressante. Il ne faudrait pas que la question se pose. À partir du moment où on a des chercheurs reconnus, d'accord, dans leur domaine, ou en voie d'être reconnus, c'est-à-dire qui sont sous la direction d'un enseignant-chercheur, etc., la question, elle ne doit pas se poser. Vous voyez, si on se pose cette question-là, on est déjà en train de faire des différences et en train de dire qu'il y aurait des sciences qui seraient plus reconnues, plus performantes que d'autres. Vous voyez. Donc, il faudrait ne pas avoir à se poser cette question et aller en confiance dans la rencontre de l'autre discipline. Il n'y a pas un manque de rigueur. À partir du moment où on fait de la science, il y a de la rigueur. Là, c'est le socle partagé par nous tous. Sauf que eh bien, on envisage l'objet avec des méthodes qui sont différentes, avec des entrées, des catégories qui sont différentes. Donc, on ne doit pas se poser cette question-là. Et merci pour la question, elle est très, très intéressante, hein, très, très intéressante. Mais vous voyez, comme quoi, que de se poser cette question-là, c'est déjà ne pas permettre, ne pas être dans un environnement capacitant cette interdisciplinarité. Parce qu'il y aurait des hiérarchies où il y aurait du bon ou du mauvais. Non. Alors après, on va pouvoir faire chemin faisant. Peut-être qu'il y aurait un chercheur ou une chercheuse qui serait peut-être moins performant. Bon, et ça arrive, mais comme partout d'ailleurs. Comme partout. Merci, merci beaucoup, Déborah, pour cette réponse. On va en prendre une dernière, et c'est celle-ci. Selon vous, quel serait le principal frein psychologique ou institutionnel à cette démarche interdisciplinaire? Alors, le premier frein, alors je vais parler du psychologique et après de l'institutionnel. Bon, ça serait l'objet encore d'un autre. On a beaucoup écrit sur cette question-là. Le premier frein psychologique, je vous invite à lire Edgar Morin et je vous invite à lire La tête bien faite d'Edgar Morin. Le premier obstacle, c'est nous. Ah oui, c'est nous dans le sens, un, parce qu'on est dans l'insécurité, on a toujours besoin de se sécuriser, d'accord? Et donc, pour pouvoir se sécuriser face à la complexité d'un système, on est obligé de découper. On découpe. On se dit, bon, allez, on va avoir une vision analytique. Comme ça, au moins, ça va me sécuriser. Le simple fait de ne pas accepter notre insécurité fait que ça nous écarte véritablement d'une possible interdisciplinarité, d'une possible compréhension de la complexité. Et donc, Edgar Morin, dans le cadre de l'écologie de l'action, on parle beaucoup, c'est-à-dire c'est de ne plus avoir peur de l'incertitude, d'accord? Et de considérer l'incertitude comme inhérente à tout système complexe et de développer des outils pour pouvoir mieux comprendre cette incertitude. Mais donc, vous voyez bien que cette incertitude-là, elle renvoie à notre propre incertitude. Et quand on se sent incertain, pas sûr de soi, manque de confiance en soi, etc., eh bien, on va avoir du mal à aller fricoter, à aller questionner l'incertitude et on va vouloir se rassurer. Ça, c'est un frein qui est très, très important et un frein plus large, c'est-à-dire qui va qui nous ramène à cette incertitude, c'est oser et ça fait partie du troisième tome de la méthode, la connaissance de la connaissance, c'est oser aller à la rencontre de la connaissance de soi. La connaissance de soi dans le sens scientifique, c'est-à-dire de tous les biais que l'on peut mettre en place
et qui nous empêche de voir un réel tel qu'il est. Donc, c'est-à-dire de construire des réalités. Être persuadé que ce que l'on voit, ce n'est qu'une réalité et pas le réel. C'est-à-dire qu'on y pose une épistémologie, on y pose une culture, on y pose une sociologie, et ça nous écarte. Et donc, c'est être capable de se départir, se départir de tous les biais que l'on peut avoir. Et donc, moi, j'ai tendance à dire que c'est la connaissance de soi, déjà, qui va nous permettre de mieux travailler à l'interdisciplinarité. Parce que si je n'ai pas besoin de me rassurer moi-même et que j'ai compris les différents biais, que j'ai quand même une analyse assez critique de moi-même, bienveillante mais critique, ben je vais être plus à même de mieux comprendre les autres, de moins me projeter sur eux aussi, et qu'il y ait une relation beaucoup plus fluide. Premièrement, institutionnellement, le problème, c'est le temps, la vitesse à laquelle on nous demande de faire de la recherche. Non, travailler en interdisciplinarité, ça ne se fait pas en un an. C'est pas possible. Voilà. Ça demande du temps. Ça demande d'accepter les différentes temporalités des chercheurs aussi. Parce que quand on fait du qualitatif, des retranscriptions, de l'analyse des verbatims, ce n'est pas la même temporalité que quand on est sur un fichier Excel. Hein, et quand on rentre des données et puis qu'après on fait son traitement stat. C'est des façons différentes de faire de la recherche. Donc, institutionnellement, c'est donner le temps à la recherche. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en plus de ce temps-là, ça va vraiment boucler ma présentation, c'est être capable de véritablement identifier ce que l'on fait. Est-ce qu'on fait du pluri ou est-ce qu'on fait de l'inter? Si on fait du pluri, ok, on tombe d'accord sur notre objet commun et chacun va travailler de son côté. Donc, on continue à faire du disciplinaire. D'accord? Et on évalue les projets, les appels à projets, les réponses à appels à projets d'un point de vue pluridisciplinaire. Quand on fait un appel à projet interdisciplinaire, on sait que ce n'est pas la même chose. On sait qu'il va y avoir des interprétations, qu'il peut y avoir des tensions, mais des tensions, comment dire, bénéfiques. Hein. C'est-à-dire que là, il va y avoir une acculturation, c'est-à-dire chacun va être transformé. Donc là, il faut que les évaluateurs soient capables de proposer un projet interdisciplinaire et savoir ça implique quoi, et de véritablement bien évaluer. Mais de ne pas confondre, parce qu'on voit bien que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, il faudrait que les institutions soient capables de bien identifier c'est quoi un projet transdisciplinaire, c'est quoi un projet inter et c'est quoi un projet pluri. Et là, si on arrive à bien discerner, par exemple, les trois majeurs, si on arrive à bien discerner, eh bien là, on met en place des environnements capacitant au pluri, à l'inter ou au transdisciplinaire. Voyez. Donc, il me semble que la définition, de bien définir, hein, que de mal donner, c'est ajouter du mal au monde scientifique, ben c'est ça. C'est-à-dire, si on nomme pas bien, si on ne comprend pas bien, eh bien, on ne peut pas bien accompagner. Et l'institution, elle est là pour nous accompagner. Il ne faut pas oublier, elle n'est pas là pour nous empêcher de travailler, elle est là pour nous aider. Là aussi. Ça, c'est un point qui est très important. Oui. Merci beaucoup, Déborah. On va en rester là. C'est un peu frustrant parce que c'est toujours trop court, mais je tiens à vous remercier très chaleureusement parce que c'était vraiment une super intervention. Merci à tous nos collègues doctorantes et doctorants de Madagascar de vous être connectés. Euh, on vous renverra un petit mail avec Elliot pour le lien des prochaines conférences parce que je crois qu'il y en a qui ont eu un petit peu des difficultés aujourd'hui à se connecter. Elliot, est-ce que j'oublie quelque chose? Comme d'habitude, je crois que vous allez avoir la petite enquête de satisfaction juste après, donc prenez quelques minutes pour y répondre, c'est super intéressant pour nous. Et puis bah, sinon, on se voit la semaine prochaine, mardi matin à la même heure, à 9 heures, pour le webinaire numéro 4. Encore merci, Déborah. Merci pour tout. Merci. Merci Excusez-moi beaucoup. pour ce contretemps là, malheureux. Là. Et bonne journée à tout le monde. À Bonne mardi journée. prochain. Merci. Bonne journée. Au revoir.